On trouve une femme morte et une autre grièvement blessée dans ce qui semble avoir été un tragique accident de la route. Les enquêteurs sont toutefois portés à croire qu'il s'agit plutôt d'un crime prémédité. Pour que justice soit rendue, le procureur assigné à cette affaire complexe se retrouvera face à un meurtrier sans pitié. C'est un cas dont personne au bureau du procureur ne veut s'occuper. Avec seulement quelques preuves indirectes, le procureur Craig Richmond devra prouver la culpabilité d'un homme prétendant être la victime d'un complot du gouvernement qui tente de détruire sa crédibilité. J'étais jeune. C'était la plus grosse affaire au palais de justice à ce moment-là, et sans doute encore aujourd'hui. Mais ça n'allait pas m'impressionner. Je comptais m'occuper de ce cas comme je l'avais fait pour tous les autres et m'assurer que ce type paierait pour son crime. Il est un peu passé 4 heures du matin, le 22 juillet 1987. Un automobiliste s'arrête pour voir s'il ne pourrait pas aider la victime d'un accident de la route près d'une sortie de l'autoroute 5 à Los Angeles. Le véhicule a percuté un poteau. Des fils électriques qui ont été arrachés au moment de la collision pendent au-dessus de la voiture. Il y a une forte odeur d'essence dans l'air. Craignant que les étincelles ne mettent le feu à l'essence, l'automobiliste se rend aussitôt à un relais de camionneurs pour contacter le service d'urgence. Le centre de répartition du service des urgences de Los Angeles reçoit l'appel. La répartitrice alerte alors le service des incendies, le personnel médical et le service de police du district de Foothill. En l'espace de quelques minutes, les ambulanciers arrivent sur les lieux. Ils trouvent 2 femmes sur les sièges avant de la voiture. La conductrice est déclarée morte. La passagère qui gît inconsciente est conduite d'urgence à l'hôpital. Les pompiers du service des incendies de Los Angeles arrivent à leur tour sur les lieux. Quand ils examinent la voiture, le corps de la conductrice est toujours derrière le volant. Le plancher et les sièges du véhicule sont couverts d'essence. Après qu'on a écarté tout danger d'incendie et interrompu le courant, un médecin légiste sort le cadavre de la voiture. Quand le capitaine des pompiers constate qu'il y a de l'essence dans l'habitacle de la voiture et que les blessures de la victime sont beaucoup plus graves que celles qu'elle aurait dû subir lors de cet accident, il appelle l'investigateur en incendie Michael Camello. Il est plutôt rare qu'on soit dépêché sur les lieux d'un accident d'auto. J'étais donc assez curieux de savoir pourquoi on avait fait appel à nous. Quand j'ai eu l'occasion de parler au capitaine et qu'il m'a fait part de ses découvertes, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte et j'étais content qu'il ait fait venir notre équipe sur les lieux. Sur le plancher de la voiture, les investigateurs trouvent une bouteille de whisky encore pleine aux 2 tiers. Dans le coffre, certains indices laissent croire qu'il ne s'agit peut-être pas d'un simple accident. Il y a un gros bidon d'essence, des allumettes,
Des morceaux de papier et de tissu qui sont partiellement brûlés et encore chauds. Il semble bien qu'on a allumé un incendie dans le coffre. Sous la voiture, les enquêteurs trouvent l'indice le plus étonnant de tous. Un bout de corde accroché à un essieu sous le réservoir à essence. Une des extrémités est partiellement brûlée. Après avoir enlevé la corde, les enquêteurs aperçoivent une tige de métal plate affûtée à un bout, à quelques centimètres du réservoir à essence partiellement plein. Elle ne tient au châssis de l'auto que par une seule vis. Les enquêteurs croient qu'au moment de l'accident, cette tige métallique devait provoquer une explosion qui tuerait les victimes et détruirait les indices. L'investigateur en incendie, Michael Camello, devra se fier uniquement aux indices recueillis sur la voiture et l'autoroute pour découvrir ce qui est arrivé lors de cette nuit fatale. La voiture roulait sur la route San Fernando quand elle a heurté le bord du trottoir à environ 80 mètres de l'endroit où elle s'est finalement arrêtée. Elle a descendu la rue, est montée sur le trottoir, puis a percuté le poteau. Au bout de cette rue, il y avait un mur de béton. Si la voiture n'avait pas dérapé sur le côté de la rue et était entrée en collision directe avec le mur, il y aurait alors eu une réaction en chaîne. À cause de l'impact, la tige métallique aurait perforé le réservoir à essence. La corde allumée aurait enflammé l'essence et la voiture aurait pris feu. Pour les autorités, il est évident qu'il ne s'agit pas là d'un accident de la route. C'est plutôt un cas d'homicide. Camello rencontre l'enquêteur Stephen Fisk de la section des homicides de Foothill et lui fait part des détails entourant l'affaire. Un enquêteur est dépêché à l'hôpital. La survivante de l'accident est dans un état critique. Son rapport médical indique que ses blessures ne correspondent pas à des blessures accidentelles. Elle semble avoir été frappée au visage et à la tête avec un objet contondant. Le médecin de garde indique que la victime, qui s'est réveillée momentanément, a dit à une infirmière qu'elle s'appelait Kathleen. Les enquêteurs croient que la femme qu'on a conduite à la morgue est la mère de Kathleen. Claire Piernock, âgée de 41 ans, a été identifiée grâce au permis de conduire trouvé dans son sac à main. Selon le rapport d'autopsie, le corps de Claire Piernock a subi d'importantes brûlures. Mais sa mort a plutôt été causée par de nombreux coups à la tête infligés avec un objet contondant, vraisemblablement un démonte-pneus. L'autopsie a également révélé que la victime avait un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée. La Cadillac est remorquée au laboratoire judiciaire de San Fernando pour y être analysée. Fait étonnant, on ne trouve aucune empreinte digitale sur le volant de la voiture. Cela indique que la victime trouvée morte sur le siège du conducteur ne conduisait pas. Elle a été placée là après l'accident. En vérifiant le numéro d'identification de la Cadillac, on découvre qu'elle est enregistrée au nom de Robert Piernock. Celui-ci a la même adresse que les 2 victimes de l'accident, Claire Piernock et leur fille Kathleen. Des policiers en uniforme sont dépêchés à la maison des Piernock, située dans un quartier aisé de Los Angeles, non loin du lieu de l'accident. Personne ne vient ouvrir. Les policiers interrogent les voisins de la victime.
L'un d'eux déclare que Claire vivait dans la maison avec sa fille Kathleen, âgée de 18 ans. Claire était séparée de son mari, Robert Piernock, depuis plusieurs années. Les policiers apprennent que celui-ci venait encore de temps à autre et qu'il n'était pas rare que les voisins entendent des éclats de voix dans la maison des Piernock. Ils en apprendront bientôt davantage. Voici l'enquêteur Fisk. Une amie proche de Claire m'a appelé pour me dire qu'elle avait coupé les ponts avec elle environ 8 ans plus tôt en raison du caractère explosif de Robert Piernock. Elle avait très peur de lui. Elle l'avait entendu proférer des menaces à l'endroit de Claire. Cette amie et voisine avait également entendu une conversation entre Robert Piernock et sa fille où il disait « Ce ne serait pas génial si maman était tuée dans un accident routier ». Une autre voisine, une jeune femme qui s'appelle Shirley, déclare que Kathleen et elle sont de très bonnes amies. Shirley dit aux enquêteurs qu'elle a vu Kathleen pour la dernière fois la veille de l'accident. Elle l'a laissée chez elle aux alentours de 17h30. Elles ont alors toutes deux remarqué la présence de la Datsun du père de Kathleen dans l'allée. Shirley a proposé à Kathleen d'entrer dans la maison avec elle car elle savait que le père de son ami était violent. Mais Kathleen a refusé. Elle croyait que tout irait bien. Les deux jeunes filles projetaient de sortir plus tard ce soir-là. Shirley a appelé Kathleen à plusieurs reprises pour confirmer leur projet de sortir, mais personne ne répondait au téléphone. Shirley s'est même arrêtée à la maison des Piernock plus tard ce soir-là, en espérant pouvoir parler à Kathleen. Mais personne ne lui a répondu. Après avoir frappé à la porte pendant quelques minutes, Shirley et ses amis sont repartis. La lumière était allumée dans la maison, selon Shirley. Les deux voitures de M. Piernock, sa petite Datsun et la vieille Cadillac Eldorado étaient garées dans l'allée. Grâce aux informations fournies par un des voisins de Claire Piernock, les enquêteurs contactent Robert Piernock dans la localité voisine de Tarzana, où il vit avec sa nouvelle conjointe. Piernock déclare ne rien savoir de l'accident de sa femme. Il promet de s'arrêter au poste de police plus tard dans la matinée. Mais il ne s'y présente jamais. Quand les enquêteurs apprennent que Kathleen a repris conscience et qu'elle peut parler, ils se rendent à l'hôpital. La mémoire de Kathleen lui revient peu à peu depuis les 48 dernières heures. Les images qui lui reviennent en tête de sa dernière soirée à la maison la terrifient et l'histoire qu'elle raconte à l'enquêteur lui glace le sang. Elle espérait pouvoir éviter son père ce soir-là. Pendant qu'elle réchauffait son repas du soir, Robert Piernock a commencé à se plaindre des factures élevées qu'il doit toujours payer. Kathleen répond avec une pointe d'insolence. Fou de rage, Piernock se jette sur sa fille et l'empoigne par le cou. Kathleen s'est débattue, mais elle n'a pas réussi à lui échapper. Il l'a alors forcée à se coucher par terre. L'attaque s'est terminée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Robert Piernock a enlevé ses mains du cou de sa fille et lui a demandé si ça allait. Elle lui a répondu qu'elle allait s'en remettre. Il lui a alors dit qu'il avait quelque chose qui lui ferait du bien. Kathleen déclare aux autorités qu'elle ignorait ce que son père voulait dire par là. Elle était simplement contente que le pire soit passé. Malheureusement pour elle, sa nuit de terreur ne faisait que commencer. En juillet 1987,
Kathleen et sa mère, Claire Piernock, ont été frappées, puis aspergées d'essence et abandonnées dans une voiture qui avait été trafiquée pour exploser. Sa mère est morte. Mais Kathleen, elle, est toujours en vie. Les enquêteurs ont patiemment attendu 48 heures, le temps qu'elle reprenne conscience. Maintenant, ils espèrent obtenir un portrait plus clair des événements tragiques de cette chaude soirée d'été. Kathleen s'est rappelé avoir eu une grosse dispute avec son père ce soir-là. Après avoir repris son calme, il est sorti en disant qu'il avait quelque chose qui lui ferait du bien. Quelques minutes plus tard, il est revenu et lui a passé des menottes au poignet. Il l'a ensuite forcé à s'étendre sur le canapé et lui a mis un sac de toile sur la tête. Ensuite, il lui a enfoncé un tuyau de plastique dans la gorge. À l'aide d'un flacon vaporisateur, il lui a envoyé de l'alcool dans la gorge, la forçant ainsi à boire. Il avait l'intention de les saouler, sa mère et elle, et de forcer sa mère à signer des papiers. Ensuite, ils disparaîtraient de leur vie pour toujours, a-t-il dit. Piernock a jeté sa fille sur le lit dans la chambre de sa mère. Il a allumé la radio, puis a fouillé dans les tiroirs. Même si Claire et lui étaient séparés depuis plusieurs années, il y avait toujours certains de ses effets personnels dans la maison, notamment une arme à feu. Il a posé le canon de l'arme près de l'oreille de sa fille et a appuyé sur la détente. Mais la chambre de l'arme était vide. Ensuite, il lui a dit « Si tu ne coopères pas, je vais te faire sauter la cervelle ». Le père de Kathleen lui a ligoté les chevilles, puis il a soulevé ses jambes pour attacher la corde aux menottes. Il l'a ensuite laissé seul dans la pièce. Il est revenu à quelques reprises, raconte Kathleen, pour l'obliger à boire plus d'alcool et pour la forcer à avaler des pilules. Les heures ont passé et l'alcool et les pilules ont fait leur effet. Kathleen était à peine consciente quand quelqu'un l'a sortie de la maison et l'a fait monter à bord d'une voiture. La suite est encore plus floue et elle ne se rappelle plus rien. Après l'interrogatoire de Kathleen, les enquêteurs obtiennent un mandat d'arrêt contre Robert Piernock. On fait également émettre des mandats de perquisition de la maison où Kathleen a été brutalisée et de l'appartement de son père. Les policiers ignorent où se trouve le fugitif. L'enquêteur Fisk et son équipe devront trouver des indices pour retrouver le suspect et établir des liens entre le crime et lui. Ils doivent faire vite. Les recherches ont commencé tout de suite après le crime. On a obtenu des mandats pour examiner les relevés bancaires du suspect et essayer de déterminer s'il possédait des propriétés. On essayait de déterminer où le crime avait été commis. À l'évidence, il n'avait pas battu sa femme dans la voiture. Les blessures étaient trop sévères pour avoir été infligées dans l'habitacle de cette voiture. Les policiers trouvent des bouts de corde dans la chambre où Kathleen a été retenue captive. Ils trouvent également des cartons contenant des documents et des dossiers que Robert Piernock a laissés dans la maison. Il n'y a toutefois aucune trace du suspect. Les enquêteurs sont inquiets car plus le temps passe, plus les indices vont s'estomper. Une équipe est assignée à la surveillance de la conjointe de Piernock, Sonia Siegel. On la voit faire plusieurs appels de téléphone public, mais elle ne conduit pas pour autant les enquêteurs à Piernock. 2 semaines plus tard, les policiers trouvent enfin la Datsun grise de Piernock. La voiture est mise à la fourrière puis fouillée. À l'intérieur, il y a d'autres papiers, des reçus et des documents.
en plus d'une série d'outils, notamment un étau. Or, les étaux laissent souvent de petites marques sur les outils qu'ils ont servi à immobiliser. Les enquêteurs comparent les motifs caractéristiques sur l'outil aux marques sur la tige de métal trouvée sous la Cadillac. Elles sont parfaitement identiques. Les enquêteurs rencontrent ensuite l'avocate Victoria Doom. Elle déclare aux policiers que 9 mois avant l'accident, Claire Piernock lui a demandé d'entamer des procédures de divorce. L'avocate a alors trouvé que le mari de sa cliente, Robert Piernock, était étonnamment réceptif aux désirs de sa femme. De fait, Piernock a dit que si Claire acceptait de retarder le divorce, le temps qu'il puisse conclure certaines affaires, il accepterait de séparer leurs biens en parts égales. Ces biens incluent 3 maisons dans le sud de la Californie, 4 comptes bancaires et plus d'une douzaine de polices d'assurance. Le tout est évalué à plus d'1 500 000 $. Les enquêteurs croient maintenant avoir trouvé le mobile du meurtre. Mais Piernock reste introuvable. Le 3 septembre, soit 5 semaines après l'accident, Sonia Siegel est conduite au poste de police pour y être interrogée. Les enquêteurs sont persuadés qu'elle sait où le suspect se cache. Mais en essayant de la faire parler, les enquêteurs voient bien que Piernock lui a dit qu'il était victime d'un coup monté et qu'elle le croit innocent. Les enquêteurs disent alors à Sonia que si elle refuse de coopérer, elle sera inculpée de complicité de meurtre après le fait. La pression exercée par les policiers porte fruit. Sonia déclare que Robert Piernock loge dans un motel près de San Fernando. Peu de temps après, Robert John Piernock est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme Claire et de l'enlèvement et de la tentative de meurtre de Kathleen, sa fille de 18 ans. Il plaide non coupable à toutes les accusations portées contre lui. Craig Richman est procureur local depuis 3 ans quand on lui confie le cas de Piernock. On devait se baser sur des preuves indirectes. On n'avait pas trouvé de témoins qui avaient vu le prévenu battre sa femme, la forcer, elle et sa fille, à monter dans sa voiture et ensuite les envoyer à la mort. Pour pallier ces points faibles, le procureur Richman sait que son équipe devra recueillir le plus d'indices possible pour prouver la culpabilité de Robert Piernock. Richman espère trouver des preuves accablantes en scrutant ce qui s'est passé pendant le mois où Piernock s'est caché. Il examine les dossiers de l'affaire qui contiennent des reçus, des relevés téléphoniques et des factures de cartes de crédit. Cette piste commence à peine quelques heures après la découverte du crime. Le 23 juillet, à 9 h du matin, le lendemain de l'accident fatal, les relevés bancaires indiquent que Piernock a retiré 40 000 $ en argent liquide de l'un de ses comptes. Il a ensuite garé sa voiture dans un parc de stationnement près de l'aéroport et s'est envolé vers Las Vegas, où il a loué une chambre d'hôtel sous un nom d'emprunt. Sa femme avait été tuée et sa fille avait failli mourir elle aussi. Et il était parti à Las Vegas, avait loué une chambre sous un faux nom pour subir une chirurgie plastique. Il n'était pas allé aux funérailles de sa femme et se fichait de l'état de sa fille. Je trouvais tout cela très compromettant. Après une audience où l'on établit que le prévenu est mentalement apte à comparaître en cour, Piernock trouve le moyen de retarder son procès de 3 ans. Il a rencontré 5 avocats qui l'ont renvoyé l'un après l'autre.
Pendant plusieurs mois, il assure lui-même sa défense, convaincu qu'il pourra prouver son innocence devant les tribunaux. Il clame être victime d'un coup monté du gouvernement qui ne cherche qu'à le détruire, lui et sa famille. Bien que les déclarations de Piernock soient tirées par les cheveux, elles ne sont pas sans quelque fondement dans la réalité. Le procureur Craig Richmond, qui a examiné le passé du prévenu, a en effet découvert qu'en 1968, Piernock a mis au jour une affaire de corruption au sein du département des ressources en eau de la Californie, le ministère où il travaillait alors. Ces dénonciations l'ont fait connaître. La poursuite voit bien que ce qui pourrait ressembler au délire d'un esprit paranoïaque à des jurés pourrait sembler vrai à d'autres. Et il y a des preuves que la réputation de Piernock a été entachée au moment de cette affaire de corruption. Il a même fait l'objet de menaces de mort. Cette affaire de complot m'a toujours préoccupé au plus haut point. Je devais convaincre 12 personnes hors de tout doute raisonnable que le prévenu avait commis ce meurtre. Parfois, les jurés croient malheureusement à des choses étranges. Je craignais que l'un d'eux ne croie à cette histoire de complot et qu'il m'empêche de le faire condamner. Pendant qu'on prépare le dossier, l'affaire prend une tournure inattendue. Un détenu veut divulguer des informations sur Robert Piernock. Les enquêteurs sont dépêchés à la prison du comté. Ils apprennent alors que de sa prison, Piernock a planifié une nouvelle fois le meurtre de sa fille. Selon les enquêteurs, Piernock compte également tuer Victoria Doom, l'avocate de sa femme, qui représente maintenant Kathleen. Piernock a dit à son codétenu que cette avocate et sa fille complotaient pour le faire reconnaître coupable du meurtre de sa femme. Elles en voulaient à son argent. De fait, Victoria Doom a recommandé à Kathleen d'engager des poursuites civiles contre son père pour le meurtre de sa mère et pour les blessures qu'elle a elle-même subies. Le codétenu accepte de porter un micro. Il réussit à enregistrer Piernock pendant que celui-ci discute de son complot. On ajoute 2 chefs d'accusation de sollicitation pour trouver un complice aux accusations dont il fait déjà l'objet. En 1991, il engage son 6e avocat, Donald Green. Résolu à mettre fin à tous ces délais judiciaires, le juge ordonne à Green de représenter le prévenu pendant toute la durée du procès. Maintenant, après 3 ans d'attente, Robert Piernock comparaîtra enfin en cour. Le procès de Robert John Piernock s'ouvre au cours de l'été 1991. Il s'est écoulé exactement 4 ans depuis la découverte du cadavre de la femme du prévenu et de sa fille, brutalement battue dans sa voiture qui a été copieusement aspergée d'essence et trafiquée pour exploser. Le premier témoin de la poursuite est le médecin légiste James Wagner, qui a témoigné de la nature et de la gravité des blessures infligées à Claire et à Kathleen Piernock. Incapable de présenter l'arme du crime au jury, la poursuite fournit un outil semblable et demande au médecin légiste de montrer comment le meurtrier de Claire Piernock s'y est pris pour la tuer en se basant sur l'analyse de ses blessures. Les jurés observent en silence le médecin légiste pendant que celui-ci montre comment le meurtrier a asséné 4 coups à la tête de sa victime entre les 2 yeux. Il n'y avait pas qu'une simple fracture à cet endroit. Les coups répétés ont fait éclater tout le crâne en fragments, comme s'il s'agissait d'une coquille d'œuf cassée. Le procureur local Craig Richmond. Ses blessures se trouvaient toutes au même endroit sur le front, ce qui laissait présumer qu'elle était inconsciente et qu'il frappait toujours à un endroit précis, comme lorsqu'on enfonce un clou avec un marteau.
L'enquêteur Stephen Fisk témoigne à propos du complot du prévenu pour assassiner sa fille et son avocate. Richmond fait écouter au juré l'enregistrement de la conversation de Piernock avec le codétenu qui portait un micro caché. Sur cet enregistrement, Piernock dit que le procès va s'ouvrir une semaine plus tard et que sa fille doit être tuée avant le week-end. Le détenu dit à Piernock qu'il fera le travail pour la somme de 15 000 $. Piernock accepte. Pour les jurés, il s'agit là d'un aperçu terrifiant de l'esprit d'un homme qui n'hésiterait pas à tuer sa propre fille. Mais Richmond sait qu'il doit maintenant établir un lien entre le prévenu et le meurtre de sa femme. Il présente à titre d'élément de preuve des cartons de documents, de reçus et de listes de choses à faire que l'enquêteur Fisk et son équipe ont recueillis chez le prévenu. Ces listes sont aussi accablantes que le seraient les déclarations d'un témoin oculaire. Elles sont écrites de la main de Piernock et montrent comment il a planifié lentement et méthodiquement ses crimes. À la recherche d'indices, Richmond a dû soigneusement examiner des centaines de documents. Le procès approchait et il ne pouvait plus être retardé. Je voulais absolument trouver quelque chose qui m'aiderait à prouver sa culpabilité. Je suis venu au bureau pendant le week-end et j'ai commencé à fouiller dans les cartons, en examinant littéralement chaque feuille de notes. Et il y en avait beaucoup. Pendant des heures, Richmond examine les notes de Piernock qui font état de ses multiples activités quotidiennes. C'est alors qu'il remarque sur un petit bout de papier les messages « Vérifiez sous la voiture » et « Préparez ma déposition ». Sur une autre liste, le procureur trouve un dessin de ce qui ressemble à la tige métallique qu'on a trouvée sous la voiture. Pour lui, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Il s'agit d'une liste de choses à faire pour commettre le meurtre. Sur une des listes, c'était écrit F et E sur la banquette arrière et recouvert, ce qui, à mon avis, signifiait femme et enfant sur la banquette arrière cachée sous une couverture. Ensuite, c'était écrit menottes, sac de toile et bouteille d'alcool. Ne pas oublier le sac à main. Il ne pouvait pas faire croire qu'elle avait conduit cette voiture sans ce sac. Or, il y avait une note qui disait ne pas oublier le sac à main. Il y avait assez d'informations sur ces listes pour montrer qu'il s'était préparé à commettre ce crime. Selon le témoignage de Fisk, certaines de ces listes sont datées et indiquent que Piernock planifie ce crime depuis plusieurs mois. Par la suite, le procureur fait état des détails techniques du plan de Piernock pour assassiner sa femme et sa fille. Michael Camello, l'investigateur en incendie, est appelé à la barre. What would have happened had that spike penetrated that gas tank with the gasoline, the gas tank and that rope on fire? The gasoline from the gas tank would have poured out onto the burning rope and it would have ignited. Le meurtrier voulait que cela ressemble à l'accident d'une femme ivre et cela aurait pu facilement fonctionner. La corde en feu sous la voiture, les mares d'essence à l'intérieur et la pointe de métal auraient pu provoquer une explosion assez violente pour détruire tous les indices. De fait, les indices étaient à ce point imbibés d'essence qu'ils représentent toujours un risque d'incendie après toutes ces années. Le procureur et l'avocat de la défense ont accepté de ne pas les apporter dans la salle d'audience en raison des dangers qu'ils représentent. Assis à la table de la défense, Piernock voit le témoin le plus convaincant de la poursuite venir à la barre. Sa fille, Kathleen. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. You may be seated. I'm going to take you back to the afternoon before the crash.
Can you tell me what was going on that afternoon? Pendant 3 jours, Kathleen témoigne des événements terrifiants du 21 juillet 1987. In what tone of voice did you make that comment about him wasting electricity? I was being sarcastic. So why did you say that? Because Elle parle de sa dispute avec son père quand elle est rentrée ce jour-là et comment il est soudainement devenu violent. and he started to strangle me around the neck. And he was yelling and screaming, and he dragged me into the living room. Kathleen se souvient encore du goût du tube de plastique qu'il a enfoncé dans sa gorge et de l'alcool qu'il l'a forcé à boire. And I had no control over what was happening. And he jammed a plastic tube down my throat and force-fed me alcohol. Après quelques heures, elle s'est mise à passer d'un état semi-conscient à celui d'inconscience totale. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été placée sur le siège d'une voiture. Elle croit avoir entendu la respiration de sa mère à ses côtés. Et elle entendait d'autres bruits, comme si quelqu'un fouillait dans le coffre de la voiture. Son témoignage était limité. La reconstitution était incomplète. Elle ne savait pas qui avait pris le volant de la voiture, qui l'avait pris sur la banquette arrière pour l'asseoir à l'avant, et elle ne savait pas ce qui était arrivé par la suite. I wasn't any longer conscious of what was really happening. Thank you. Defense, your witness. Donald Green, l'avocat de la défense, cherche à mettre en relief les contradictions dans le témoignage de la jeune femme. Il met en doute son honnêteté, ce qui pourrait semer un doute raisonnable. You really didn't like your father very much, did you? No, I didn't. And you're currently suing your father for $5 million. Is that correct? That's correct. Did La you défense essaie de montrer que Kathleen cherche à tirer profit de l'arrestation de son père. Yes. say once, twice a week? Green soutient que son client, comme beaucoup de pères, a souvent des disputes avec sa fille. Is that correct? Après 8 semaines de témoignages de plus d'une vingtaine de personnes et après avoir présenté quantité de pièces à conviction, la poursuite termine son plaidoyer. Defense, your first witness. Defense calls Robert Piernock, Your Honor. Lors d'un procès criminel, on ne peut forcer un prévenu à témoigner. Quand la défense déclare qu'elle va appeler Robert Piernock à la barre, le procureur Craig Richmond est heureux d'avoir l'occasion de faire son contre-interrogatoire. Do you swear to tell the truth, the whole truth? Il se croyait plus malin que tout le monde et pensait pouvoir aisément s'en tirer, comme c'était toujours arrivé dans le passé. Mais je n'allais pas le laisser faire. Il n'en était pas question. Avant que le procureur puisse affronter Robert Piernock, celui-ci sera interrogé par l'avocat de la défense. Il aura la chance de donner sa version des faits, des événements de cette nuit fatale. Même si la défense lui a déconseillé de le faire, Robert Piernock vient à la barre pour donner sa version des faits. Il est accusé d'avoir battu sa femme et sa fille et de les avoir ensuite fait monter à bord d'une voiture qui était trafiquée pour exploser. Mais sa fille, Kathleen, a survécu et elle a témoigné contre lui. Piernock contredit les déclarations de sa fille et déclare qu'il ne s'est jamais disputé avec elle lors de la soirée en question. De fait, ce sont la mère et la fille qui se sont disputées, selon lui. I go back in the house, next thing you know, to get a drink of water, and there's nobody there. Il déclare les avoir vus partir à bord de la Cadillac Eldorado. Comme il voyait bien que le divorce était inévitable, il a retiré $40 000 de son compte bancaire le lendemain matin. Piernock affirme que sa femme avait accepté de toucher ce montant à titre de règlement à l'amiable pour leur divorce. Toujours selon Piernock, après avoir appris la nouvelle de l'accident et des accusations non fondées de sa fille, il a cru que la seule chose à faire était de quitter la ville et de déterminer ensuite quelle serait la meilleure façon de prouver son innocence. Je savais que si je le provoquais,
il réagirait, et c'était bien ce que je souhaitais. Je voulais qu'il sorte de ses gonds, afin que le jury puisse voir à quel point il était violent. La poursuite interroge le prévenu à propos de ses emplois antérieurs alors qu'il travaillait avec des engins explosifs. Les enquêteurs ont appris qu'il a travaillé pour une entreprise qui fabriquait des outils identiques à la tige de métal en forme de L qu'on a trouvée sous sa Cadillac quand les autorités sont arrivées sur les lieux de l'accident. I was vice president, did testing of explosive devices. And one of those devices was called a cutter. Isn't that correct? Yes, but there were many others too. And there were no explosives on that vehicle. So please stop trying to mislead the jury. Mr. Piernock, just answer his questions. I'm trying to get the truth out here, Your Honor. Mr. Piernock, I am warning you. Le juge réprimande le prévenu à plusieurs reprises parce qu'il répond de façon évasive aux questions. La situation empirait, et il ne répondait pas à mes questions parce qu'il ne voulait que donner sa version des faits. Chaque fois que je lui posais une question, il s'esquivait et se mettait à raconter ce qu'il avait envie de raconter. So the police are trying to frame you. Sir, I blew the whistle on corruption on state contracts that were wasting millions of taxpayer dollars. Since then, they've done everything they can to place these false charges against me. Mr. Piernock, I'm going to warn you again. Keep your remarks to his questions. Richmond essaie de faire parler Piernock à propos des nombreuses listes de choses à faire qu'on a trouvées dans sa voiture. Is this your handwriting? Some of it might be mine, some of it might not be. L'auteur Anthony Flacco se rappelle le comportement étrange de Piernock dans la salle d'audience. Au début, il était très calme et sensé. Il commençait par dire « Non, ce point est faux, mais cet autre point est vrai ». Mais quand on resserrait l'étau, il changeait aussitôt de comportement. Il se mettait à crier, il s'agrippait à son fauteuil et l'on aurait dit qu'il s'apprêtait à sauter par-dessus la barre des témoins et qu'il allait attaquer les gens autour de lui. Was Claire drinking when she came home that night? Yes. But you heard testimony from her coworkers saying that she hadn't had anything to drink. Didn't you? Yes, I heard that. So was she lying? Practically everybody on this witness stand that testified for you, their testimony has been changed. I have a tape recording of a witness whose testimony is entirely different from what it was here. Mr. Piernock, one more outburst from you, and you will be removed from this court. Do you understand me? Sir, I have a few more issues I need to address before this court. Ladies and gentlemen of the jury, you may now leave the courtroom until further notice. The jury needs to hear that Mr. Green does not work for me in the least. This whole thing is rigged. It's about millions and millions of dollars. Le juge, qui en a assez de voir le prévenu répondre évasivement et agressivement aux questions, fait sortir le jury et force Piernock à sortir également de la salle d'audience. This man does not work for me. La défense n'a pas d'autre choix que de terminer son plaidoyer. Le jury en arrive à un verdict en moins de 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. All rise. Avant le prononcé de la sentence, le juge ordonne au gardien de menotter et de bâillonner le prévenu. Pendant que Piernock se frappe la tête sur la table, le juge le condamne à une peine de 22 ans et 4 mois d'emprisonnement, suivie d'une peine d'incarcération à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je recommande fortement, déclare le juge, que M. Piernock ne puisse jamais retourner vivre au sein de la société et qu'aucun futur gouverneur ne lui accorde la libération conditionnelle. Le juge poursuit en déclarant que Piernock doit être placé dans une prison à sécurité maximale.
On le conduit à Pelican Bay, une prison à sécurité maximale de la Californie.